Avant d'attaquer l'exercice à proprement parler, il faut que je te rappelle qu'une chute libre, donc, c'est quand un objet ne subit que son propre poids en force extérieure, et que pour qu'une chute libre soit non verticale, il suffit que le vecteur vitesse initiale soit non vertical. Et pour obtenir les équations horaires du mouvement, tu vas devoir réaliser 3 étapes. Première étape, on va appliquer la seconde loi de Newton à notre objet, donc à notre balle de tennis. Pour appliquer correctement la seconde loi de Newton, il va falloir prendre quelques précautions. Notamment, on va devoir préciser l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc ici, c'est assez clair que c'est la balle de tennis. On va également devoir préciser dans quel référentiel on travaille. Donc ici, ça sera le référentiel terrestre supposé galiléen. On devrait également avoir un repère, donc avec des axes correctement choisis, sauf si on te les impose dans l'exercice. Donc là, ici, avec deux axes, on en aura assez. Il suffit d'avoir un axe X pour les déplacements horizontaux et un axe Y pour les déplacements verticaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans le cas d'une chute libre, donc le bilan des forces est assez rapidement réalisé. La balle de tennis ne subit que son propre poids, donc subit une force extérieure P. Et on peut passer maintenant à l'écriture de la seconde loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération. Ici, les forces extérieures, c'est que le poids P, donc on a P qui est égal à M fois A. Pour rappel, le poids, c'est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur, donc mg. On remarque ici qu'on peut simplifier les masses qui apparaissent à gauche et à droite du signe égal, et on obtient que le vecteur accélération A, c'est égal à g. Le vecteur g, pour rappel, c'est le vecteur intensité de pesanteur, donc qui est vertical dirigé vers le bas, selon les axes que j'ai choisis tout à l'heure. Autrement dit, si on décompose le vecteur g selon les axes y et x, la composante selon x, elle est nulle. La composante selon l'axe y, elle est égale à moins g. Donc tout ça, ça nous permet de dire que le vecteur A, il a deux composantes. Donc première composante selon l'axe x qui est nulle, et la deuxième selon l'axe y qui est égal à moins g. Tu verras parfois les écritures donc notées de cette manière-là, ax égale à 0 et ay qui est égal à moins g. Ces deux écritures sont équivalentes, donc choisis celle qui t'arrange le plus. On peut maintenant passer à la deuxième étape, donc qui va consister à intégrer le vecteur accélération pour obtenir le vecteur vitesse. Donc pour ça, ça nécessite de savoir réaliser des calculs d'intégrales. Alors souvent, tu as à faire ce genre de calcul en physique alors que tu l'as pas encore vu les intégrales en maths, donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, pas de panique, les calculs vont souvent être les mêmes, donc finalement, t'as pas vraiment besoin de l'avoir vu en maths au préalable, il suffit de savoir en réaliser 2-3 par cœur pour que ça marche. Quand on réalise l'intégrale de 0, ça donne une constante. Et quand on réalise l'intégrale de moins g, autrement dit d'une constante, on obtient moins gt plus une autre constante qui n'est pas la même que la première. Donc c'est pour ça qu'on doit donner un nom différent. Donc ici, ça sera C'. Une erreur, ça serait de l'appeler C, donc de la même manière que la première constante. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à déterminer la valeur des constantes, donc C et C', en utilisant les conditions initiales sur le vecteur vitesse initial de la balle de tennis. Et là, tu remarques que dans l'exercice, je ne te l'ai pas encore donné. Donc le vecteur initial, il est comme ceci. Donc ça, c'est la vitesse initiale, V0. Et en général, on te précisera V0 en te donnant deux choses. On te donnera sa valeur, en mètres par seconde, ou juste on te dira que sa vitesse initiale, c'est V0, une valeur. Et on te donnera également un angle qu'elle forme, soit avec l'horizontale, soit avec la verticale. Donc là, ici, par exemple, on aurait cet angle-là qu'on va appeler alpha. Donc on va te donner deux choses. La valeur absolue de la vitesse, et l'angle. Ça te permettra d'avoir les composantes selon l'axe Y et selon l'axe X. Autrement dit, ici, le vecteur vitesse initiale V0, il a deux composantes. Première composante selon l'axe X, je vais utiliser une autre couleur, c'est ce morceau-là. Vx, ça va être le morceau qu'il y a ici. Mais on aura également Vy, donc Vy, ça va être ce morceau qui est ici et qu'on peut reporter là. Ça, c'est Vy. Et nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est ces deux valeurs. Si j'isole le triangle et que je le redessine, donc le triangle qu'on avait dans le schéma de départ, on obtient un triangle rectangle. Nous, ce qu'on cherche à avoir, donc c'est ici V0Y et ici V0X. On a un triangle rectangle, on connaît la valeur de l'hypoténuse, on connaît la valeur d'un angle. On va pouvoir obtenir tout le reste en faisant de la trigonométrie toute simple que tu as appris au collège. Donc tout ça, ça fait appel à de la trigonométrie, c'est simple, comme je le dis, c'est vraiment les bases de trigonométrie. Si jamais tu te souviens pas comment on obtient ça, je t'invite à aller voir des vidéos sur le sujet, donc des vidéos de maths. Il y a des gens qui ont fait des très bonnes vidéos de trigonométrie là-dessus, tu pourras trouver ton bonheur. Alors ici, tu vois, j'ai laissé de la place devant les V0 à chaque fois, tout simplement parce qu'on va se demander est-ce qu'il n'y a pas un signe moins qui pourrait apparaître ici. Donc Vx, l'axe est vers la droite, la vitesse, elle est dirigée vers la droite, donc déjà selon x, on sait qu'il n'y aura pas de signe moins devant, ça sera un signe plus. Selon y, le vecteur initial est dirigé vers le haut, V0,
l'axe Y est dirigé vers le haut, il n'y aura pas de signe moins non plus à cet endroit-là, donc on a bien obtenu les valeurs de V0x et V0y. Quand tu as obtenu V0x et V0y, bah ça te donne directement la valeur des constantes, puisque C, donc la constante selon l'axe X, ça va être égal à V0x, donc V0 fois cosinus alpha, et V0y, ça va être égal à V0 fois sinus alpha. Donc on remplace les valeurs des constantes C et C' par les valeurs qu'on vient de trouver, et on a obtenu le vecteur vitesse en fonction du temps. On peut maintenant passer à la troisième étape qui va consister à intégrer le vecteur vitesse pour obtenir le vecteur position cette fois-ci. Pour obtenir la position selon l'axe X en fonction du temps, on doit intégrer V0 fois cosinus alpha, donc on doit intégrer une constante. On obtient donc V0 cos alpha, et comme on intègre par rapport au temps, on a un temps qui apparaît ici, plus la valeur d'une constante qu'on va devoir déterminer ici. Et pour déterminer la position selon l'axe Y, on va cette fois-ci devoir intégrer moins gt plus V0 sinus alpha. Donc on obtient moins 1 demi de gt carré. Alors comme je te le disais tout à l'heure, hein, je te fais pas un cours d'intégrale ici, donc on revient pas sur les formules qu'il y a derrière pour savoir réaliser les intégrales. Mais c'est important que tu saches le faire. Et on a également une constante qui apparaît ici, qui n'est pas la même que celle du dessus, donc on va l'appeler C'. Comme tout à l'heure, on doit déterminer la valeur des constantes C et C' en utilisant les conditions initiales, cette fois-ci sur la position. Donc, autrement dit, ça revient à connaître la position de la balle de tennis en fonction de ton repère à l'instant 0. Ici, je te précise qu'initialement, la balle était aux coordonnées 0, 0, à l'origine du repère. Donc ça permet directement d'en déduire que C et C' sont égales et sont égales à 0. Donc tu as terminé, tu as sous les yeux les équations horaires de notre balle de tennis, donc d'un objet en chute libre, non verticale, avec vitesse initiale.